Je vais vous parler maintenant de la circulation des ressortissants des États tiers, c'est-à-dire des ressortissants des États qui ne sont pas membres, bien évidemment, de l'Union européenne, au-delà des 28 États membres. Alors, cette question est une question tout à fait importante à l'heure où arrivent beaucoup de pays, du Moyen-Orient notamment, de Syrie, d'Irak, de Libye, mais aussi des pays africains, Somalie, Érythrée, arrivent en grande masse, en quelque sorte, soit en traversant la Méditerranée, soit par d'autres chemins, vers l'Europe. Il s'agit de ressortissants d'États tiers. Alors, c'est vrai que s'il y a libre circulation des ressortissants des citoyens des États membres, la circulation des ressortissants des États tiers est, d'une certaine manière ou d'une autre, l'objet de contrôle. Alors, de différentes manières. Il y a d'abord la question de l'admission des ressortissants des États tiers dans l'Union européenne et la question du franchissement des frontières extérieures. Franchissement des frontières extérieures, je rappelle qu'on distingue en Europe les frontières intérieures, les frontières entre les États membres, les frontières extérieures, les frontières entre les États membres de l'Union européenne et les États à l'extérieur de l'Union européenne. Ce contrôle des frontières extérieures est réalisé par chaque État membre qui a une frontière extérieure de l'Union européenne. Et il revient de réaliser ce contrôle. Il est épaulé, mais modestement encore pour l'instant, par une agence européenne, l'Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures, dont on évoque sous le terme de Frontex, qui aide les États membres à établir ces contrôles. Mais modestement encore, lorsqu'on observe la manière dont les îles grecques sont presque l'objet en quelque sorte d'arrivées quotidiennes de migrants de l'extérieur, on voit la difficulté pour l'État grec d'exercer une frontière. Mais il y a donc une réglementation qui pèse et qui doit s'appliquer aux ressortissants des États tiers. Donc ce contrôle est important parce que c'est la différence entre la disparition du contrôle aux frontières intérieures et le maintien du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Alors bien sûr, ce franchissement des frontières extérieures est techniquement différent selon les relations qu'il y a entre l'Union européenne et ses voisins. Et lorsqu'il y a des relations plus étroites, par exemple avec la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie, ça a des conséquences sur l'entrée des ressortissants turcs, par exemple, dans l'Union européenne sur ce registre. S'il y a des accords d'association ou d'autres types d'accords, s'il y a des accords entre chaque État membre et des États tiers, la France a des accords particuliers avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, beaucoup d'États africains. Les Britanniques ont des accords avec des États de l'ancien Commonwealth, donc ça complique les choses terriblement. Je vais essayer qu'elles ne soient pas trop compliquées dans cette présentation. Alors, la vérification sur ce qui rend, c'est une vérification administrative, elle doit être approfondie, mais doit être respectueuse de la dignité humaine, mais il s'agit de contrôler l'identité, la régularité des documents qui sont présentés. Là, si ces personnes ne sont pas des risques ou des menaces pour l'ordre public, en matière de terrorisme, il y a parfois des contrôles, s'il n'y a pas des menaces pour la sécurité intérieure, pour la santé publique, sur ce registre. La plupart du temps, les personnes qui viennent de l'extérieur ont besoin d'un visa d'entrée. Alors il y a des exceptions à ces questions de visa, je le disais, c'est dans la mesure où il y a des relations privilégiées entre tel ou tel État et l'Union européenne sur ce registre-là. Mais il y a une réglementation, un règlement européen sur les visas, qui est un visa européen, un même statut en quelque sorte en matière de visa. Se pose aussi la question du contrôle de l'immigration. L'immigration, effectivement, il y a d'un côté la volonté de l'Union européenne d'avoir une politique européenne de l'immigration, et en même temps, et c'est là que les choses sont compliquées, chaque État veut avoir sa propre politique en matière d'immigration en accueillant ou en n'accueillant pas des ressortissants de tel ou tel État, ce qui complique les choses. Mais les traités, on regarde les traités, article 79 du TFUE, il est évoqué une politique européenne de l'immigration, c'est-à-dire un contrôle, une gestion des flux migratoires pour l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne.
Il y a aussi la volonté de lutter contre l'immigration clandestine. Parce que là aussi, il y a des passeurs qui font payer très cher le passage, parfois par des chemins très détournés, par des bateaux, et dont on sait bien qu'ils coulent parfois aussi en plein cœur de la Méditerranée. L'Union européenne souhaite lutter contre l'immigration clandestine, contre les passeurs qui pratiquent cette immigration clandestine. Toute une série de directives existent sur la question de l'immigration, c'est un élément important, sur l'assistance aux États aussi qui accueillent l'immigration. On voit bien l'assistance nécessaire à l'Italie ou à la Grèce sur ces sujets. Se pose aussi la question de l'asile. Et aujourd'hui, la question de l'asile est une question essentielle. Et on a tendance dans le discours un peu médiatique de tout mêler. Immigration légale, clandestine, demandeurs d'asile, réfugiés et bien d'autres termes. En termes d'asile, pour l'Union européenne, les choses sont claires aussi. L'Union européenne veut et souhaite développer une politique européenne en matière d'asile et de protection internationale des demandeurs d'asile. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui risque pour sa vie dans un État dangereux, qui est soit en situation de guerre, soit en situation de dictature, qui risque pour sa vie, risque d'être emprisonné et qui demande l'asile politique. Et la tradition, l'Europe a toujours été un territoire d'asile. Historiquement, la France est pendant très longtemps considérée comme une terre d'asile, mais d'autres États ont considéré qu'il faut accueillir ceux qui sont en danger dans leur propre pays et qui risquent leur vie pour venir dans ce pays, bien sûr. Alors la question de l'asile, on voit bien dans la période actuelle, est très complexe elle aussi, parce que il y a incontestablement une distribution des rôles sur ces sujets. Une distribution des rôles, et ça vient de ce qu'on appelle les accords de Dublin, Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. Je ne rentre pas dans le détail de ces accords, mais c'est assez complexe, puisque la demande d'asile est présentée à l'État qui a accueilli la personne qui est rentrée sur le territoire. Et par conséquent, il y a une distribution des rôles. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a le plus de demandes d'asile sur son propre territoire. C'est aussi la Grèce qui a des demandes d'asile. Et on voit bien que les difficultés pour ces États, ils ont un peu tendance à dire « oui, c'est peut-être nous, mais puisqu'ils veulent aller dans un autre État, qu'ils fassent leur demande d'asile ailleurs ». Mais normalement, dans les accords de Dublin 3, si un ressortissant a obtenu l'asile dans un État, il doit rester dans cet État qui lui a accordé l'asile. Il peut circuler, mais il ne peut pas redemander l'asile dans un autre État. Et l'Allemagne, par exemple, a dit qu'elle irait peut-être ne pas respecter Dublin 3 à l'égard des Syriens, considérant qu'elle ne renverrait pas les Syriens qui ont demandé l'asile en Grèce ou en Italie, dans le pays dans lequel ils ont demandé l'asile, mais les traiterait plus directement. Et là encore, on voit une distinction, une différence entre le souhait européen, et aujourd'hui le président Juncker s'exprimait au Parlement européen sur ces sujets, et les États qui veulent en quelque sorte ne pas en prendre trop. La Commission européenne suggère qu'il y ait une répartition des demandes d'asile entre les États. La France vient d'indiquer qu'elle accueillerait un certain nombre de demandeurs d'asile, 24 000 je crois sur 2 ans. L'Allemagne a indiqué des chiffres nettement supérieurs à cela. Mais on voit bien la difficulté. Mais il s'agit bien d'asile et non pas d'immigration clandestine ou d'immigration économique. Il y a des différences tout à fait fortes. Le droit européen vise à avoir aussi un statut uniforme de l'asile pour que ce soit à peu près partout pareil, traité de la même manière, avec des solidarités à l'égard des demandeurs d'asile. Mais on voit bien cet ensemble de préoccupations difficiles. Alors, une fois que le ressortissant extérieur, que ce soit par l'immigration, que ce soit par l'asile, ou que ce soit par des déplacements d'une autre nature, pour le travail par exemple, mais on est dans l'immigration légale cette fois-ci, eh bien le ressortissant extérieur a lui aussi des droits cette fois-ci lorsqu'il est rentré. Ces droits, c'est le droit de séjourner, de circuler librement dans l'État dans lequel il est, et éventuellement de circuler dans l'Union européenne aussi, s'il en a le souhait, à partir du moment où il est un ressortissant extérieur ayant un statut légal, émigré légal, et par conséquent, il a le droit de circuler. Alors, c'est souvent lié
à l'accès à l'emploi. Si c'est de l'immigration économique, ce migrant économique travaille dans un État, il va se voir appliquer l'ensemble de la législation de l'État dans lequel il est, pouvoir circuler dans un autre État s'il le souhaite. Ça peut aussi concerner des personnes qui travaillent dans une entreprise d'un État extérieur à l'Union européenne et qui viennent travailler dans l'Union européenne pour des services ou des travaux qui sont réalisés. On parle souvent de travailleurs marocains qui travaillent dans des entreprises belges ou néerlandaises, mais qui peuvent circuler dans l'Union européenne. C'est des exemples qui sont parfois donnés. Alors à partir de là, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est claire, la liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre. Cela concerne les ressortissants des pays tiers sur le territoire d'un État membre. Et on a bien évidemment dans cette idée de l'application de l'ensemble de la législation à ce ressortissant. Et là encore, on a une gradation pouvant aller jusqu'à des droits de séjour de longue durée dans un État européen alors qu'on provient d'un pays tiers. Et je pense que c'est souvent l'imprécision du vocabulaire, l'imprécision des termes qui fait que l'on mélange un peu l'ensemble et qui permet à certains partis politiques un peu populistes de tout mélanger pour dire que tout ça c'est la même chose, et toutes ces populations sont de même nature et sont parfois risquées. Je crois qu'il faut être précis et regarder les choses précisément, même si en quelques minutes il est difficile d'être totalement précis dans les détails.